Notre Soleil n'est pas éternel. D'ici quelques milliards d'années, il va se transformer. Il va grossir pour devenir une géante rouge énorme qui engloutira la Terre. À cette date, l'humanité aura disparu depuis bien longtemps. Mais que verrions-nous si ces événements se déroulaient maintenant? À quoi ressemblerait notre planète si nous étions encore là pour l'observer? Elle ressemblerait à un monde qu'on a de la peine à imaginer. Voici ce qui arriverait à notre planète si le Soleil subissait cette transformation aujourd'hui et si nous essayions d'y survivre. L'étoile la plus proche de nous est une grosse boule de gaz rougeoyante de plus d'1 300 000 km de diamètre. Elle est si vaste qu'on pourrait faire tenir à l'intérieur 1 million de planètes Terre. Pourtant, sa taille n'est qu'une de ses caractéristiques étonnantes. À l'intérieur de son cœur, des atomes d'hydrogène se percutent continuellement. Chaque seconde, ces collisions produisent plus d'énergie que 2 milliards de centrales nucléaires en une année. La lumière et la chaleur ainsi générées réchauffent notre planète après lui avoir donné la vie. Mais le carburant du Soleil n'est pas inépuisable. À terme, l'hydrogène va finir par manquer. Nous ne serons plus là pour assister à cet événement, car il se produira d'ici plusieurs milliards d'années. Mais, et si nous étions encore là? Si la Terre d'aujourd'hui, avec ses villes et ses habitants, devait faire face à un vieillissement accéléré de l'astre? Si nous pouvions faire un bond de plusieurs milliards d'années dans l'avenir, que verrions-nous? Et combien de temps survivrions-nous? Imaginons que cette expérience commence maintenant. C'est un matin d'été comme un autre, si ce n'est que pendant la nuit, le Soleil a vieilli de plusieurs millions d'années. Il y a plus de lumière et il fait plus chaud. Même de près, rien n'a l'air d'avoir changé. Pourtant, le Soleil produit bien plus d'énergie. Tandis qu'il consomme son hydrogène, le cœur du Soleil se réduit et au fur et à mesure, il se comprime. Comme des balles de caoutchouc qui rebondiraient à l'intérieur d'une boîte qui deviendrait de plus en plus petite, les atomes sont de plus en plus nombreux à se percuter. Le Soleil dégage donc plus d'énergie et la Terre s'échauffe. À Manhattan, il fait plus de 55 degrés.
la température moyenne sur notre planète a augmenté de 20 degrés. Dans les villes d'Australie et d'Asie, il fait plus de 60 degrés. De l'Égypte à l'Angleterre, aucun endroit n'est épargné. Même dans les endroits les plus froids, il fait bien plus doux qu'à l'accoutumée. Ainsi, au Groenland et en Antarctique, la neige et la glace commencent à fondre. Et les changements qui ont lieu ici vont toucher le monde entier. Tout ceci s'étalera sur des années. Mais des températures aussi élevées finiront par faire fondre toute la glace des pôles. Les immenses calottes glaciaires d'Antarctique et du Groenland se dissoudront dans la mer. Et le niveau des océans montera d'une 60aine de mètres. Le monde entier sera dévasté. Manhattan et les villes côtières du globe seront inondées. San Francisco, Los Angeles ou encore Miami, comme une bonne partie de la Floride, seront engloutis. Dans un monde où il y aura trop de soleil, il y aura aussi trop d'eau. Sous notre soleil qui vieillit en accéléré, les villes épargnées par les eaux ne vivent plus comme par le passé. Les avions de ligne peinent à décoller, victimes de la chaleur. Leurs roues restent au sol bien plus longtemps que lorsque les températures étaient clémentes. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Ces molécules sont plus actives, c'est-à-dire qu'elles sont plus éloignées les unes des autres. Par conséquent, pour obtenir la même portance, les avions doivent aller plus vite. De plus, cet air raréfié prive les moteurs d'une partie de leur puissance, qui ont plus de mal à fournir de la poussée. En conséquence, les avions ont plus de difficultés à s'arracher du sol. Mais la chaleur provoque surtout de véritables désastres. Les villes se retrouvent paralysées et la température ne baisse pas. Victimes de panne en raison d'un surplus d'utilisation, les climatiseurs s'arrêtent. La persistance d'une température de 55 degrés a finalement raison du réseau électrique. Devenues étouffantes, les villes s'efforcent de se procurer du courant. Autour du globe, les populations sont écrasées par la canicule. En temps normal, le corps humain se débarrasse de la chaleur en augmentant la circulation sanguine au niveau de la peau. C'est pour ça qu'on devient tout rouge quand on a chaud. Le sang est refroidi au fur et à mesure que la sueur s'évapore. Mais lorsque la température ambiante excède les 37 degrés, il devient bien plus difficile de se rafraîchir. Notre corps s'échauffe et notre cerveau commence à avoir du mal à faire face. Une augmentation de la température du corps de 3 à 4 degrés sur une période de temps suffisamment prolongée peut provoquer des lésions et même entraîner la mort. Une température de 55 degrés est difficilement supportable.
Elle constitue un véritable danger. Il y a quelques années, la canicule a tué plus de 500 personnes à Chicago. Pendant 5 jours, la température était montée à 41 degrés. Mais cette vague de chaleur-là est définitive. Plus brillant, le soleil est en train de détruire notre monde. Et bientôt la planète va devenir encore plus étrange. Au fil de sa vie, notre Soleil va consommer tout son hydrogène. C'est ainsi qu'il fonctionne. Cela fait partie de son cycle de vie qui s'étale sur plusieurs milliards d'années. Au cours de notre expérience, nous ne faisons qu'accélérer les choses pour voir quels effets la mort de cet astre aura sur la planète bleue. Et du jour au lendemain, le Soleil a encore vieilli de 5000 ans. La température est toujours 20 degrés au-dessus des normales saisonnières. Si certains endroits comme Manhattan ont été noyés, d'autres subissent des métamorphoses différentes. Ainsi, des bambous et des hautes herbes supplantent chênes verts et autres érables. Si de telles conditions se maintiennent, des villes comme Chicago et Toronto seront envahies par la végétation qu'on trouve aujourd'hui dans le sud-est asiatique. À travers toute la planète, le climat change radicalement. Vu la chaleur, l'eau s'évapore plus vite que jamais par le passé. Des quantités immenses sont aspirées dans le ciel. Et des tempêtes tropicales balaient la planète. Paradoxalement, cette grande quantité d'eau précipite la mort de certaines plantes. Une partie de l'explication à ce phénomène se trouve dans les montagnes. Les trompes d'eau provoquent une érosion massive. Des roches jadis cachées étant mises à nu, des minéraux se combinent avec le dioxyde de carbone qui, au fil de plusieurs milliers d'années, est arraché à l'atmosphère. Or, les plantes en ont besoin pour respirer. Certaines d'entre elles, comme les bambous, l'absorbent de manière très efficace. Dans un monde devenu plus chaud, elles ne peuvent donc que s'épanouir un peu partout. Mais d'autres, celles qui poussent généralement dans l'hémisphère nord, s'adaptent plus difficilement. Les arbres à feuilles persistantes sont mis à mal par les bouleversements climatiques. Cette pluie qui modifie la physionomie de la planète devrait nous rafraîchir. Nous faisons partie des animaux les mieux adaptés pour réguler leur température. L'eau nous permet en effet d'évacuer une partie de la chaleur en l'arrachant littéralement à notre corps. Mais dans une atmosphère humide et par 55 degrés, il nous est difficile de nous débarrasser de notre sueur. Dans de telles conditions, notre organisme perd jusqu'à 4 litres d'eau par heure. Nous atteignons la limite de notre endurance. Et la température ne baisse toujours pas.
Qui plus est, le béton et l'acier de nos grandes métropoles concentrent la chaleur. Il fait jusqu'à 4 degrés de plus en ville qu'à la campagne. Pour survivre dans ce monde devenu hostile, un immense exode en direction des zones rurales s'organise. Jadis, un verger poussait là qui permettait aux États-Unis de récolter quelques 5 millions de mètres cubes de pommes chaque année. Mais comme la plupart des autres plantes de l'hémisphère nord, les pommiers résistent mal au nouveau climat. Il fait tout simplement trop chaud pour qu'ils puissent pousser. De toute façon, nous aurions du mal à ramasser les fruits. Travailler par une chaleur pareille fait rapidement monter notre température corporelle à des niveaux dangereux. Le soleil poursuit inexorablement la transformation qui doit faire de lui une géante rouge. Mais avant d'en arriver là, la température sur Terre va encore grimper au point que nous allons être obligés de quitter la surface de notre planète. Dans notre expérience, le Soleil est alors presque aux 2/3 de sa vie. Ce qui n'arrivera en réalité pas avant 3 milliards d'années. Mais impitoyablement, nous continuons de le faire vieillir en accéléré. Jusqu'alors, le principal élément du cœur du Soleil, c'était l'hydrogène. Mais il y en a de moins en moins. L'astre est en train de durcir. Au fur et à mesure que la quantité d'hydrogène diminue, les couches extérieures du Soleil exercent une pression de plus en plus forte qui oblige ce qui reste de ce gaz à fusionner de plus en plus rapidement. Et ce cercle vicieux ne s'achèvera qu'avec la mort du Soleil. Si la Terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui tournait autour de cette étoile vieillissante, l'augmentation de luminosité serait moins visible que la différence entre une ampoule de 60 watts et une de 100. Mais ça n'est pas tant la luminosité que la chaleur qui pose problème. Les saisons sont désormais de l'histoire ancienne. À travers le monde, la température dépasse les 100 degrés, c'est-à-dire celle de l'ébullition de l'eau. L'homme ne peut plus survivre dans une telle fournaise. Le liquide qui recouvre nos yeux s'évaporerait trop vite et la cécité nous menacerait. Nos poumons sont remplis d'alvéoles, des membranes fragiles qui absorbent l'oxygène. Et elles ne supporteraient pas cet air à 100 degrés pendant très longtemps. En résumé, la chaleur nous étoufferait. Et nous ne sommes pas les seuls à souffrir. La magnétosphère, un champ invisible qui entoure notre planète, nous protège du rayonnement solaire. Mais devenu plus chaud, le Soleil dégage plus d'énergie que jamais. Et à l'instar d'un bouclier qui encaisse trop de chocs, la magnétosphère commence à céder. Le rayonnement atteint donc de plus en plus la surface de la planète, jadis bleue. Et la peau, qui n'est pas protégée, est rapidement détruite. Le seul endroit où l'humanité peut encore survivre, c'est sous terre. Là, ce qui reste de la population est protégé des ultraviolets destructeurs et de la chaleur terrible qui frappe la surface. Mais pas question de descendre trop en profondeur, car la température augmente de plus de 8 degrés à chaque fois qu'on s'enfonce de 300 mètres. Nous voici donc prisonniers
entre le souffle mortel de notre étoile et la chaleur infernale du centre de notre planète. Pour explorer la surface, il faut se protéger. La solution ? Des scaphandres spatiaux modifiés. Conçus pour résister à la chaleur du Soleil, ils sont équipés d'un système de refroidissement et d'approvisionnement en oxygène. Et ils sont blancs pour réfléchir une partie de la chaleur accablante. Mais sur cette planète étrange, quiconque ainsi équipé devra supporter les quelques 45 kilos que pèse ce scaphandre. C'est le seul moyen de survivre en surface où la température n'en finit plus de monter. Et le nouveau monde est radicalement différent de celui que l'humanité a connu. Il fait plus de 150 degrés. Les villes sont dévastées par la chaleur, totalement cuites. L'eau s'évapore bien plus vite que dans les conditions actuelles. Le niveau des mers autour du globe commence à baisser. Le soleil fait bouillir l'eau qui s'échappe de la Terre. La surface de la planète est brûlante comme un poêle. Manhattan n'est plus une île, mais une ville juchée sur une colline stérile. Les canyons de béton et d'acier construits par l'homme au fil des siècles sont déserts. Même dans les égouts, où elle est pourtant à l'abri du soleil, l'eau commence à s'évaporer. Les portes se bloquent à cause de la dilatation du métal. Si elle s'évapore à l'air libre, l'eau en bouteille résiste encore, préservée par un phénomène physique simple. Sous l'effet de la chaleur, la pression à l'intérieur de la bouteille augmente. C'est cette pression qui fait s'élever la température d'ébullition. Même à 150 degrés, cette eau ne bout pas. Du moins, pas encore. Il en va différemment pour les canettes de soda et de boissons gazeuses. Une chaleur incroyable s'emmagasine à l'intérieur. Ce faisant, le CO2, le gaz qui donne le pétillant, est expulsé du liquide. Ensuite, il se dilate et la pression finit par être la plus forte. La
température continuant de s'accroître, les métamorphoses sont de plus en plus impressionnantes. Dans le monde entier, le littoral ne ressemble plus à celui que nous connaissons. Une quantité d'eau de mer de plus en plus importante disparaît. La moitié de l'océan Pacifique, le plus profond de la planète, s'évapore. Et cette eau est chaude. En surface, la température moyenne des océans avoisinait autrefois les 17 degrés. Elle est désormais en augmentation rapide. Même les créatures rustiques, comme les cafards, ne supportent plus la chaleur. Ils n'ont pas de poumons et ils peuvent survivre des semaines sans manger, mais dès qu'ils s'aventurent au soleil, ils sont condamnés. D'immenses quantités d'eau s'évaporant dans le ciel, le climat terrestre poursuit sa métamorphose. Sous l'effet de la condensation, les nuages sont de plus en plus élevés. Tandis que le Soleil chauffe toujours plus intensément la planète, les tempêtes se font de plus en plus gigantesques. Elles mesurent plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et ravagent la Terre. Si la température continue son escalade, l'air va devenir trop chaud pour que les gouttes tombent à la surface. Elles s'évaporeront avant même de l'atteindre. Pour l'heure, ces nuages immenses réfléchissent une partie de la chaleur, même si ça ne suffit pas à stopper la hausse de la température. Des déserts apparaissent un peu partout. Même les bambous et les hautes herbes qui formaient une végétation luxuriante il y a encore peu de temps sont détruits. Les plantes ne résistent plus à la fournaise. Et la disparition de la vie végétale aggrave encore les conditions apocalyptiques qui règnent en surface. En mourant, plantes et animaux émettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ces deux gaz font partie de notre thermostat actuel. Ils emprisonnent la chaleur près de la Terre et la maintiennent suffisamment chaude pour que la vie puisse s'y épanouir. Mais la putréfaction rapide de la faune et de la flore, ajoutée à l'évaporation de l'eau, provoque un effet de serre gigantesque. Trop de dioxyde de carbone et d'eau étant dégagés simultanément, notre thermostat planétaire s'emballe. Il fait plus de 150 degrés en surface et la température continue de grimper. Malgré tout, certaines formes de vie résistent encore. Les cyanobactéries sont parmi les dernières à survivre. Même dans un tel environnement, ces algues colorées continuent d'absorber le dioxyde de carbone contenu dans l'eau et de produire de l'oxygène. Le rideau qu'elles forment petit à petit sur l'océan bloque les rayons du soleil. Plus de lumière,
signifie plus de vie. Dans ce monde agité par les tempêtes et où l'humanité perdure tant bien que mal, un des éléments clés de la vie est en passe de disparaître. Avec la mort des plantes, il y a de moins en moins d'oxygène. Les quantités phénoménales de vapeur d'eau abaissent elles aussi la concentration de ce gaz. Normalement, l'air ambiant contient 20% d'oxygène. Désormais, il y en a moins de 10. C'est insuffisant pour permettre à l'homme de respirer, mais aussi pour entretenir la combustion. Si les éclairs déchirent toujours les cieux, le feu, lui, ne brûle plus. Même quand ils sont foudroyés, les bâtiments ne risquent rien. Mais le pire est à venir. La planète va bientôt changer encore plus. Notre Soleil, lui, poursuit son inéluctable déclin. Le voici tel qu'il sera dans 4 milliards d'années. L'hydrogène qui subsiste encore dans son cœur est soumis à une pression phénoménale exercée par les couches extérieures de l'astre. Des centaines de millions de tonnes de ce gaz fusionnent chaque seconde. Toujours en orbite autour de la vieille étoile, la Terre est devenue méconnaissable. Sur sa surface, la température est de 370 degrés. Et elle n'a pas fini de monter. Il fait trop chaud pour que les hommes survivent. Même la tenue la plus sophistiquée ne suffit plus à nous protéger d'une telle fournaise. Et nous ne pouvons plus survivre sous terre non plus. Par une telle température, la vie humaine n'est plus possible nulle part. Les ultimes gouttes d'eau finissent de s'évaporer. Les mers se transforment en immenses déserts salés et stériles. Avec la vaporisation des océans, la Terre se retrouve sous des nuages qui réfléchissent les rayons du soleil, mais sans la refroidir pour autant. Tout comme lors des nuits d'été nuageuses, qui sont plus chaudes que les nuits claires, la chaleur est prisonnière de cette enveloppe gazeuse. Et la chaleur est loin d'être le seul problème. La pression atmosphérique est désormais 270 fois supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Si nous avions survécu, nous aurions l'impression que chaque centimètre carré de notre corps est écrasé par plusieurs tonnes. Finalement, même les conteneurs pressurisés sont détruits, broyés par l'atmosphère. Mais même les liquides très volatiles, comme le propane et l'essence, ne brûlent toujours pas, par manque d'oxygène.
En revanche, la chaleur est largement suffisante pour faire fondre tout ce que l'humanité a laissé derrière elle. Polyester et matières plastiques se transforment en un magma informe. Cette température signe également l'arrêt de mort de toutes les constructions en béton. Ce matériau contient de l'eau depuis qu'il a été mélangé et coulé, mais par plus de 370 degrés. Cette dernière s'évapore en explosant, faisant du béton une matière friable. À l'intérieur, les barres métalliques se dilatent sous l'effet de la chaleur. Ajouté à l'évaporation de l'humidité du béton, ce phénomène a des conséquences spectaculaires. Certains monuments antiques résistent mieux à la fournaise. Même 370 degrés ne suffisent pas à abîmer le calcaire des pyramides d'Égypte. Quant aux monolithes en grès de Stonehenge, ils ne sont pas non plus près de fondre, si tant est qu'ils soient encore debout. Cette température infernale n'est pas stable, et 370 est loin d'être le chiffre maximal qu'elle atteint. L'effet de serre empirant, elle culmine à 1300 degrés. Et cet ultime bond du thermomètre marque le commencement de la fin. Tandis que la température crève les plafonds, de plus en plus d'eau sous forme de vapeur s'échappe de l'atmosphère pour se perdre dans l'espace. Le liquide qui constitue les nuages est bombardé par les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Ces derniers séparent l'hydrogène constituant les molécules d'eau et ce gaz se dissémine dans l'espace. L'oxygène, lui, reste où il est. À ce moment-là, le monde est façonné une nouvelle fois. L'écorce terrestre se compose d'environ 5% de fer. Avec le retour de l'oxygène, ce fer commence à rouiller et la planète à rougir. Le taux d'oxygène augmentant, la température met en branle un cycle mortel. Il y a désormais suffisamment d'oxygène pour rendre la combustion possible. Le peu qui subsistait encore est la proie des flammes. Incendie ou pas, le calcaire des pyramides s'effrite. Et le grès de Stonehenge fond. La chaleur devenant insoutenable, les derniers vestiges de l'humanité retournent au néant. La Terre n'est plus qu'un monde desséché et rouillé, éclairé par un soleil seulement 40% plus lumineux qu'aujourd'hui.
ce qui reste de notre planète est ravagé par le feu. L'astre qui a apporté la vie à la Terre la lui a reprise.